Bonjour et bienvenue dans le Kit Parade 140, chiffre rond. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Et outre chiffre rond, nous avons dépassé les 4000 abonnés. Oui, ça c'est bien. C'est une excellente nouvelle, c'est les bonnes résolutions. Allez, on vise les 5000 avant la fin de l'année. Yeah. Merci vraiment à toutes et à tous déjà de vous être abonnés, de participer, d'être toujours de plus en plus présents chaque semaine. Ça fait vraiment chaud au cœur, donc merci à tous. De retour sur des commentaires qu'on a eu la semaine dernière, donc dans le Kit Parade 139, quelqu'un qui nous interrogeait sur le petit encadré en haut à gauche. Alors c'est vrai que nous on part du principe qu'on s'adresse à des fidèles, mais c'est vrai que l'audience de l'émission a un peu doublé, voire triplé depuis. Et c'est vrai qu'on fait pas les explications à chaque fois. Donc forcément, VF, quand c'est rouge, il n'y a pas de VF, quand c'est vert, il y a une VF. TVA, quand c'est rouge, c'est que vous devez payer la TVA, quand c'est vert, elle est inclue dans le prix du frais de port qui, par incidence, augmente le frais de port, évidemment. Voilà, à part quelques éditeurs qui font vraiment l'effort de payer pour vous, mais bon, voilà. Faut pas être dupe. Et enfin, les frais de port, alors c'est ce qu'il y a de plus touchy, on va dire de plus subjectif. En fait, nous on part du principe que si vous devez payer la moitié du jeu en frais de port, enfin plus de la moitié du jeu en frais de port, on met un petit bonhomme rouge. Voilà, en sachant que pour certains ou certaines d'entre vous, déjà 40% du jeu c'est beaucoup trop cher en frais de port. Voilà, donc c'est vraiment on va dire l'info la plus subjective, mais enfin en tout cas, vous savez sur quelle base on calcule ça. Moins de 50% du jeu, du pledge de base, pas du all-in. Voilà, aussi, faut préciser. Petit bonhomme vert et puis 50% petit bonhomme rouge. Voilà. Il y avait encore une autre question, il me semble, une suggestion, je crois. Oui, c'était une question, c'était la même personne qui nous demandait, qui nous suggérait deux propositions, à savoir pourquoi ne pas utiliser cette même système de notation avec le petit bonhomme rouge ou vert pour la durée, le temps de livraison. En fait, le problème, c'est que là-dessus, toutes les campagnes sont pas forcément transparentes. Et là, en plus, l'expérience de ces dernières années nous a montré qu'en fait, il y a tellement de facteurs qui peuvent influer là-dessus. C'est extrêmement compliqué de s'engager là-dessus. En fait, ce serait que de vous répéter les promesses qui sont faites dans la campagne, mais du coup, avec les mêmes, on va dire, les mêmes problèmes potentiels que vous allez pouvoir rencontrer. Alors souvent quand même ce qu'on essaye de faire, pas systématiquement parce qu'on connaît pas tout sur le bout des doigts, mais habituellement quand on est sur des éditeurs qui ont beaucoup de projets non livrés, ou alors qu'on sait par définition que vous en avez au moins pour 3-4 ans avant de recevoir votre jeu, on essaye au maximum de le préciser. On sait que voilà, on aime bien Awaken Realms, mais clairement quand vous allez pledger chez eux, vous attendez pas à recevoir le jeu avant 2-3 ans. C'est le genre de truc qu'il faut savoir, en VF évidemment. Et donc voilà, on essaie de le préciser, mais... Ah oui, pour des coups de cœur éventuels qu'on pourrait donner à des campagnes, c'est ça? C'est ça. Là, c'est pareil. Alors, on essaie de vous dire la plupart du temps quand on est emballé par une campagne ou pas. On précise systématiquement quand on pledge. Mais c'est pareil, on se voit pas trop vous faire des recommandations. Non. Parce que, on n'aime pas forcément les mêmes jeux. On n'a pas forcément les mêmes attentes. Et puis, en plus, après, ça serait potentiellement vous conseiller un jeu qui sera pas livré ou qui ne répondra pas aux attentes, etc., etc. Et en fait, on voudrait pas vous pousser à la consommation, sachant qu'on est déjà quand même sur une émission qui, d'une manière ou d'une autre, fait quand même un peu de publicité pour les programmes. Je pense qu'on va pas en rajouter, en fait, à ça. Enfin, c'est notre manière de voir les choses. Ouais, puis donc, si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Je le sens bien, le coup de cœur, et puis le jeu qui a un problème, la boîte qui se casse la gueule et tout. Vous allez nous haïr. Donc non, on peut pas se mouiller là-dessus, quoi. Puis il faut essayer les jeux. Même si on donne un coup de cœur sur une campagne, ça garantit pas qu'on va aimer le jeu. Donc voilà, ça reste de la prospective. Bon. Sachant que pour l'instant, on n'est pas suffisamment non plus reconnu, donc les éditeurs ne nous envoient pas forcément les jeux. Mais de toute façon, ça aussi, on le fera vraiment rarement. Toujours avec... Voilà. Et quand c'est le fait, on le fait toujours avec transparence, on vous dit toujours quand on a testé les jeux, si on les a eu gratuitement, etc. Parce que tout ça, ce sont mine de rien des facteurs qui changent des choses, parce qu'on peut tout à fait apprécier un jeu quand on l'a reçu gratuitement, et finalement se dire que le jeu est bien, mais que ça valait pas de payer 150 €. Voilà, c'est pas les mêmes conditions de test, donc là-dessus on fera au mieux, si jamais à l'avenir il y a d'autres projets comme ça qui se présentent, on fera toujours au mieux d'être transparent sur comment ça se passera. Voilà. Mais après, il y a des éditeurs qui nous écoutent, on est toujours partant pour faire des vidéos Kickstarter, après avoir essayé le jeu, évidemment, bien sûr. Vu que nous ne sommes pas payés pour le faire, autant faire des vidéos pour des jeux qu'on aime bien. Allez, on y va. 10e place de ce Kick Parade. C'est une entrée, nouveau jeu, tout ça. C'est Tokyo Highway Rainbow City. Alors c'est un jeu qui existe déjà depuis pas mal d'années, mine de rien.
Donc c'est un jeu où il va falloir gérer le trafic de Tokyo. Donc c'est vraiment un jeu, c'est quasiment un jeu de construction pour gosses. Ça me rappelle les trucs que j'avais quand j'étais gosse, moi, avec les voitures en bois et tout. Donc là c'est Mhm. pareil, vous mettez des languettes de bois pour faire les routes, les jonctions. C'est évidemment en 3D, donc vous pouvez monter ou descendre les jonctions. Vous avez les petites bagnoles et tout. Donc c'est un jeu qui a très bien marché, qui est sorti en boutique évidemment. Et ils sortent une extension qui s'appelle Rainbow City. Donc il y a un bel arc-en-ciel sur la boîte. Pour l'instant il en est à 63 000 euros, 1440 contributeurs. Il a pour 27 jours, donc on va avoir le temps d'en parler. Et donc ce Tokyo Highway Rainbow City est toujours aussi beau. Oui, Vraiment, il est même plus beau. Ouais. Il est même plus beau que le jeu de base. En fait, la particularité, c'est assez drôle parce qu'ils assument totalement dans la campagne ce que tu disais un peu plus tôt, à savoir que jusqu'à présent, c'était un jeu de construction avec un peu de minutie. Bon, il y avait quand même un peu un système de scoring, mais ça restait quelque chose de, on va dire, un peu un ovni en termes de jeu de plateau. Et là, ils ont clairement assumé qu'ils allaient vraiment rajouter des composantes pour essayer d'approcher un peu plus un peu plus près de ce qu'est un jeu de plateau aujourd'hui, donc Ouais. avec des objectifs à remplir, des objets à placer, il y aura des objectifs de construction à accomplir, etc. pour essayer de scorer. Donc c'est une autre manière d'appréhender le jeu, en finalement en transformant le jeu en jeu de plateau, en C'est fait, ça. en beaucoup plus proche. D'où les nouveaux éléments qui sont apparus dans cette extension. Donc il y a un aéroport, un stade, il y a un bel arc-en-ciel. Vous pouvez passer dessous l'arc-en-ciel. Je sais qu'ils ont amélioré aussi la qualité des bagnoles et ils ont rajouté une petite matière antidérapante sur les languettes qui font les routes. Parce qu'apparemment c'était un Mhm. défaut du jeu, c'est que quand tu faisais des routes penchées qui montaient, tu avais ta petite bagnole qui faisait bon. Voilà, je crois qu'il y a la tour de Tokyo aussi. Oui, bah en Ils ont fait, c'est ajouté. plein d'éléments qui rappellent la ville de Tokyo, parce que même cet arc-en-ciel, c'est une référence au Rainbow Bridge, qui est le pont multicolore qui amène sur l'île Ah, artificielle de je connaissais pas. Odaiba. Donc voilà, Je ils font. connaissais pas ça. Donc voilà, bon, il y a de grandes chances que ça sorte en boutique en France, franchement. Oui, Moi, clairement. j'y attendrai, tranquille. Neuvième place, pareil, un nouveau jeu entrée, ça s'appelle Cryptic Nature, 132 000 euros, 1591 contributeurs, 26 jours, c'est la mode des campagnes longues. Bah, on est reparti dans le cryptique ou le cryptide, qui est une thématique, mine de rien, toujours un ou deux par an. Mm. Donc on rappelle, hein, est-ce que tu veux donner la définition? C'est quoi la Oui. cryptozoologie? Cryptozoologie, en fait, c'est C'est ça? l'étude, donc ce qu'on appelle les cryptides. Et les cryptides, ce sont des créatures qui n'existent que sous la forme de témoignages, mais sans aucune véracité scientifique ou preuve matérielle de leur existence. Donc ça va du monstre du Loch Ness au Yeti, à Bigfoot, mais aussi à des créatures en fait qui se sont avérées réelles, parce que par exemple le panda, pendant très longtemps, a été considéré comme un cryptide, Hmm, puisqu'en fait on avait parlé d'ours noirs et blancs hmm. dans les montagnes d'Asie, etc. Et pendant très longtemps, c'était le cas. Je crois que c'était aussi le cas de l'okapi aussi, qui pendant très longtemps était considéré comme un cryptide. Et puis bah en fait voilà, à partir du moment où il y a une preuve matérielle, et bah il rentre dans la zoologie normale. Mais c'est vrai que là, dans cette mécanique-là, c'est surtout là qu'on va mettre en avant toutes ces créatures un peu fantastiques qui existent par le biais de légendes. Voilà. Donc l'idée, ça va être de Et de films les internet. références et de films internet, évidemment. Bah forcément, c'est Internet a vu l'explosion hein, Bah, de ce genre de création. Et donc voilà, il va falloir parcourir l'Europe pour trouver les créatures dans leur milieu naturel, soit essayer de les étudier au maximum pour les attraper en connaissance de cause, soit plutôt jouer sur le hasard. Et tout en même temps, il va falloir fabriquer différents espaces en fait pour que on puisse les abriter et les protéger. Et ça se fait par une espèce de jeu un peu de Tetris aimanté. ouais, Et je c'est un trouve peu d'ailleurs puzzle que game. cette Ouais. idée des plateaux un peu aimantés sur lesquels on va coller les petits trucs, etc., et qui bougent pas trop, je trouve que c'est une bonne idée en fait en termes de matériel. Donc Il y a des belles voilà, bestioles. Hein. l'idée est plutôt cool, le design est. Enfin, Et les bestioles sont chouettes, les illustrations des bestioles sont vraiment chouettes. Ouais, ouais, non, il y a un beau boulot. Après, voilà, ça reste quand même du jeu un peu prise de tête, avec beaucoup de signes, beaucoup de trucs à retenir, Oui, oui. etc., etc. Donc, Oui, oui, c'est pas. Je pense pas que ça soit un jeu familial, mais pas tant que ça en tout cas. Huitième place, c'est Among Cultiste. Je crois il ne bouge pas depuis la semaine dernière. Il a dépassé les 100 000 euros, quasiment 2000 contributeurs. Il est là encore 20 jours. Donc cette enquête dans une université afin de débusquer des cultistes qui veulent le retour du grand ancien. Bon,
évidemment, on est dans du Lovecraft, du Cthulhu, avec ce jeu coopératif qui se joue, je crois, qu'à partir de beaucoup. Hein. Je crois que Mm. c'est à partir de 4 joueurs. Bah, souvent, en plus, ce genre de jeu avec des identités cachées, c'est vrai que Bah, t'es obligé, ouais. à deux, c'est c'est un peu plus compliqué. C'est clair. Et il y a marqué No Player Elimination parce que quand vous vous faites tuer dans le jeu, vous revenez en fantôme. Donc c'est un reprint avec une petite boîte de luxe pour pouvoir insérer les extensions qu'il y avait déjà dans le premier pledge et qui, voilà, il y en a des nouvelles qui sortent, notamment une qui se passe en Antarctique. À savoir qu'en plus de ça, dans chaque version, en fait, ils font 2 cadeaux, des petits, tokens en bois de meilleure qualité et Ah, aussi des un cadeaux puzzle de bonus. 1000 pièces. Mais ils disent, faites bien attention avec ce puzzle, parce qu'en fait, il y a des secrets qui sont cachés. Donc on retrouve un peu la méthodologie qu'avait mis en place, Chip Theory Game, notamment avec, Too Many Bones, et cetera, où tu allais Ah oui. cacher des indices, dans du matériel. Bah, là, ils reprennent un peu cette idée avec un puzzle. Et sachant que cette campagne permet aussi de racheter un autre jeu qui s'appelle Galactic Heroes, un petit jeu de cartes, voilà, pareil avec une idée d'identité cachée. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils mettent pas tant ce jeu-là en avant. Par contre, si vous regardez les stretch goals, bah, en fait, ça alterne entre des stretch Ouais. goals pour Among Cultiste et pour ce jeu-là. Ouais. Ce qui est C'est étrange comme manière de Ouais, faire les c'est un peu, choses. Ouais. c'est un peu filou. Un peu filou, ouais, c'est vrai. 7ème position, Explorers of Navoria, 157 000 euros, 2710 contributeurs, et il est là encore pour une grosse dizaine de jours. Jeu d'exploration, enfin de pose d'ouvriers surtout, dans lequel vous allez explorer un nouveau continent avec vos petits meeples mi-animaux, mi-créatures. C'est un monde un peu fantastique. Couleur pastel, bon ça fait 3 fois qu'on en parle. Après voilà, la proposition est toujours plutôt sympa. On vous invite à regarder les émissions des semaines précédentes pour avoir un avis un peu plus poussé là-dessus. Au niveau des stretch goals, ça avance. Bon, on est sur quelque chose de relativement classique, surtout des nouvelles cartes ou des tokens de meilleure qualité. Donc ils ont vraiment joué cette carte-là, à savoir du matériel qui s'améliore, mais il n'y a pas non plus de choses qui viennent complètement révolutionner le gameplay, si ce n'est qu'effectivement cette extension qui est proposée à part du jeu de base, qui là va rajouter beaucoup plus d'asymétrie dans le jeu, etc., etc. Mais voilà, pour tout ce qui est cadeau débloqué au fur et à mesure de la campagne, on reste sur du simple et efficace, mais rien qui va non plus complètement bouleverser le jeu de base. 6ème place, Masters of the Universe, on est sur GameFound. Donc la réédition du jeu de Communion en note, qui est déjà livré depuis pas mal de temps chez les Américains, mais qui sort enfin pour les Européens. Donc les Européens peuvent enfin backer le jeu, avec en plus une VF incroyable. Il en est à 391 000 euros, 2727 contributeurs, ce sont les derniers jours. Pas grand chose à vous annoncer, il y a 2 petites figurines en plus par rapport au pledge de l'époque. Après c'est du Cool Mini or Not, qui est sur GameFound, on en a parlé, que c'est pas hyper courant, c'est même très rare. Oui, on a et parlé puis ça pas donnait mal des aussi Masters of the Universe la semaine dernière, de l'univers, etc. Ouais. Bon. On rappelle juste effectivement que c'est aussi l'occasion en fait d'avoir le jeu en version française, Ouais. ce qui n'était pas du tout le cas de la première campagne, puisque pour des questions de droit. Et je note aussi quand même qu'il y avait quelques fans parmi vous de Master of the Universe. Ouais. Voilà, donc, Bah oui, force à vous. Vous êtes plus beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Ah oui, non mais les jeux marchent, les jeux Masters of the Universe. Je pense qu'il y a plus de fans que tu crois en fait. Oui, je sais, non, mais Bah moi j'étais je fan, me moque j'étais petit, volontairement. j'adorais ça. Ouais. J'avais un copain riche, il avait toutes les figurines. Tu sais, t'as toujours un copain riche. Oui, il y a petit. toujours le copain riche qui a les figurines. Ouais, c'est vrai. Moi, mon copain riche, il avait absolument toutes les figurines de Masters of the Universe. C'était l'orgie quand j'allais chez lui. Je vous fais partager mes Incroyable. souvenirs personnels de mon enfance. Il faut. 5ème place, Spire's End. Donc ce jeu de cartes, il cartonne. Ça m'étonne pas parce que c'est très beau. 133 000 euros, 2788 contributeurs. Il est encore 20 jours, donc il peut encore monter. Alors c'est une collection, il y en a eu plusieurs avant. Mais je crois qu'il change d'univers à chaque fois, semble avoir compris un peu ça. Là, on est un peu dans la préhistoire. Non, c'est pas la préhistoire. C'est entre. C'est le début de la civilisation, mais il y a un peu de préhistoire dedans. Paradoxalement, ça ressemble, je trouve, un petit peu à un univers de Conan. Tu trouves pas? Il y a un petit peu de ça. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça, ouais. Entre un peu c'est ça. du tribal fantasy. Ouais, ça y est. Est-ce que ça existe ce mot, tribal fantasy? Écoute. Non, mais je trouve que c'est plutôt parlant. C'est parlant. En tout cas, je trouve les illustrations absolument magnifiques. Le gameplay a l'air plutôt sympa. Bon, après, au niveau des stretch goals, on imagine que
C'est pas non plus une énorme boîte, mais bon, il y a quand même une nouvelle campagne qui a pour objectif de se débloquer là, à partir de 150 000 dollars. Voilà, il y aura une nouvelle campagne. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, ils sont assez transparents sur l'avancée du projet. En fait, il y a un petit graphique qui reprend en fait l'écriture, le design, enfin, les dessins et puis l'édition. Et en fait, ils vous mettent un petit code couleur avec des chiffres pour vous indiquer à peu près où est-ce qu'ils en sont à chaque fois sur chacun des 3 actes qui sont disponibles dans le jeu de base. Est-ce qu'ils en sont plus à entre 75 et 100% ou plus en dessous de 25%, etc. Donc ça vous donne un peu Ça, c'est bien ça. voilà, une Ouais. petite idée d'où est-ce qu'en est le projet. Et bah, justement, typiquement, c'est le genre de petits indices qui peuvent vous éclairer sur une potentielle livraison et une durée de création hypothétique du jeu. Donc on voit que c'est un jeu qui est relativement avancé, mais qui globalement est à peu près à, on va dire, il a fait peut-être un petit peu plus de la moitié du chemin en termes de conception. Mm. Donc ça laisse encore un petit peu de temps, mais il en est pas non plus à ses balbutiements. Donc c'est plutôt intéressant. 4e place, nouveau jeu, enfin, presque nouveau jeu, mais en tout cas entrée, c'est Earthborn Rangers. Yeeha! C'est sur GameFound. Oui. 434 000 euros, 2900 contributeurs, il vient d'arriver, il est encore là un peu moins de 20 jours. Donc, c'est la réimpression de Earthborn Rangers avec des ou une extension. Je crois qu'il y a une grosse extension avec plein de cartes. Ouais, une grosse extension, une nouvelle campagne en fait. Earthborn, c'est quoi? Donc on est très très loin dans l'avenir. Évidemment, l'humanité s'est pris une bonne baffe écologique, enfin tout ce qu'on veut. Mais c'est pas post-apocalyptique. Là, on est dans la Renaissance en fait. C'est-à-dire que les terriens, les survivants, ont refait surface, recommencent à faire une civilisation, mais la nature évidemment est beaucoup plus présente. Et donc on va interpréter des espèces de rangers, de gardiens, de gardes forestiers, je sais pas comment vous appelez ça comme vous voulez. Et on va se balader, en fait c'est un monde ouvert. Et on va faire des rencontres, des aventures, voilà. Le but n'est pas forcément de buter tout le monde, hein. Non. C'est beaucoup Non, plus non. équilibré. Ouais, il y a même assez peu de combats en Mm. fait, de ce que j'ai pu voir. On est beaucoup plus sur de l'exploration et C'est des ça. interactions avec la population. Et c'est un jeu de cartes. Ouais. C'est ça qu'il faut. Voilà, c'est un deck building. Autant te dire que ça me fait vachement envie. Parce que moi j'aime bien les Oui, decks moi building. aussi. Voilà. Moi aussi. Ah ouais, ça fait de l'œil, hein. Et sachant que le jeu existe déjà en boutique, hein. Oui. Le jeu de base, Jeu il de a base, été ouais. édité par Intrafin. Ouais. Donc c'est-à-dire que voilà, si vous êtes intéressé par le jeu, vous pouvez l'acheter sur. Tout à fait. Bah, vous pouvez même aller au Troll Savant, hein, il doit l'avoir. Bah, Hein. si Au pire, vous vous le êtes dans les commandez. environs de Créteil, voilà. Voilà. Demandez. Mais voilà, le jeu existe et l'extension sera probablement aussi rééditée par Intrafin. Mm. Bon, donc ce qu'il faut Oui. savoir, c'est que là, la campagne actuellement, c'est que pour la version anglaise, Ouais. mais ils ont bien spécifié que chacun des éditeurs des premières versions localisées dans les langues s'occuperont de la traduction de cette seconde campagne. Voilà. Voilà. Donc ça viendra en boutique. Ouais, juste pour résumer, le deck building, ça a l'air vachement bien. Vous faites vos decks selon votre personnage, vos aptitudes, etc. Donc les decks sont très variés et vous avez le deck d'événements que vous constituez en rapport avec le chemin que vous avez pris et le lieu où vous arrivez. Donc c'est un mélange de ça. Enfin, ça a l'air vachement bien. Franchement, c'est super beau. Alors merci Moebius, je sais pas ce que t'en penses. Alors, il y a un peu de Moebius, mais moi, les vrais savent, mais je trouve que la boîte du jeu de base, on dirait du Tolkien. Les dessins qu'il avait Ah fait, oui, tout à notamment fait. sur les premières éditions du Hobbit, etc. Enfin, C'est je vrai. trouve qu'il y a vraiment une vibe avec un peu naïf, etc. Je Mm. trouve qu'on dirait vraiment du Tolkien. Mais alors par contre, l'illustration des personnages, les costumes, les bah, casques arrondis, tout ça, c'est du pur Moebius, hein. Mm. Mais je ne me plains pas, hein. Aussi, ce que je trouve assez intéressant c'est qu'ils vont vraiment au bout du concept, puisque l'idée, c'est de dire, comme tu le disais, c'était un monde qui a été ravagé, l'humanité se reconstruit après plusieurs millénaires, mais en fait, beaucoup plus en symbiose avec la Oui. nature. Oui. Et du coup, le jeu a la même logique de fabrication en disant, on ne veut aucun matériel plastique, Mm. c'est que du matériel recyclé, que du carton, que du machin, etc. Donc, il y a un vrai suivi entre la thématique et la manière de créer le jeu. Donc moi je te rejoins complètement, j'en avais jamais entendu parler avant l'apparition de cette campagne et c'est un vrai coup de cœur au point où je me demande si je vais pas tester le jeu de base. Eh oui. Voilà, Ça donne parce envie, que hein. en plus il y a un mode solo, la campagne a l'air relativement longue. Donc voilà, ils nous disent c'est entre 40 et 90 heures hein, pour finir la première campagne et là ils viennent d'en sortir une deuxième qui a priori sera
encore plus longue, Mmh. sachant que ça accompagne à ça beaucoup d'éléments qui viennent permettre plus de possibilités lors de la création du deck, donc des nouvelles cartes, des nouveaux éléments à ajouter, etc. Plus des composants de luxe, des petits tokens, etc. Mais en bois, qui viennent un peu aussi rajouter un peu du deluxe à la version de base. En tout cas, c'est une très très belle campagne, ils arrivent vraiment bien à la vendre et je suis fortement intrigué par ce jeu, donc je n'avais pas la connaissance avant cette semaine. Et sûrement des gens qui nous écoutent qui ont déjà Earthborn, et on vous attend dans les commentaires pour nous faire un petit feedback. Voilà. Avant de passer aux 3 premiers, allez, un petit tour vers les nouveautés. Il y en a quelques-unes quand même, donc on va essayer de condenser. Alors ça va être difficile pour le premier parce que c'est EVE Online qui arrive sur Kickstarter, l'adaptation du jeu vidéo sur lequel j'ai passé 2 ans de ma vie, on peut le dire. Où je suis passé du tout seul au début dans des secteurs high-sec à faire des petites explorations, et puis je me suis retrouvé 2 ans plus tard chef de ma corporation dans une gigantesque alliance dans le nul-sec à faire des batailles pour des territoires avec 5000 joueurs en ligne en même temps qui faisaient la guerre dans des armadas de vaisseaux complètement hallucinantes. Voilà, donc évidemment l'adaptation de ce jeu vidéo est impossible en jeu de plateau. Pour ça, moi, je vais pas m'étendre sur le jeu de plateau parce que on se retrouve avec un jeu 4X très classique. Donc on retrouve les 4 races, enfin les 4, c'est pas des races d'ailleurs, c'est des humains, tout. Il y a que des humains, il n'y a pas d'extraterrestres, mais on va dire les factions, les Kaldari, les Amar, les Galantes et les... J'ai trop de mémoire pour la 4e. Ah, je pourrais pas te venir en aide, hein. Là c'est ton domaine. Elle est mi-matar. Voilà. Donc EVE Online, c'est un jeu hallucinant. Open world, vous avez des centaines de systèmes solaires. Vous pouvez être mineur, vous pouvez être industriel. Il faut savoir que dans EVE Online, tout est produit par les joueurs. Tout ce que vous achetez. Les modules pour les vaisseaux, et tout est produit par les joueurs. Le mineur va vendre ses minerais. Vous avez des industriels qui ne quittent pas leur station, qui font que ça. Évidemment, il faut pouvoir transporter tout ça. C'est pas magique. Vous n'avez pas des portes magiques comme dans Baldur's Gate, par exemple, puisque j'y ai joué il y a pas longtemps, où vous êtes obligé donc de... Plus vous avez des convois chers, plus vous êtes obligé de faire gaffe. Enfin bon, c'est un jeu où vous pouvez ne faire qu'une seule activité pendant des années, en fait. Vous pouvez être explorateur. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des mois. J'ai exploré... Donc tu deviens un spécialiste du scanner, tu trouves des anciens sites que personne ne voit, et puis tu vas piller. Puis après, tu as tout le côté guerre, PVP, tu peux te foutre dans des alliances où là, c'est quasiment de la stratégie, mais vraiment en vrai, quoi. Je veux dire, moi, j'ai fini, c'est ça qui m'a un peu saoulé à la fin, c'est que j'étais chef de ma corporation dans une grosse alliance, et des fois, j'ouvrais juste le jeu pour faire de l'administratif, tu vois. Pour répondre à des Pour mails, payer les impôts. pour voir les comptes, non, mais pour payer la taxe de l'Alliance, enfin, c'était complètement dingue, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que c'est impossible de retranscrire ça en jeu de plateau, c'est juste impossible. Ou alors, ils auraient peut-être dû faire un jeu narratif, gros jeu narratif, tu vois, l'Untainted Grail, je pense que ça aurait été beaucoup plus malin, beaucoup plus intéressant. Parce que là, on se retrouve avec un 4X, ma foi, qui n'a pas l'air mal, où on retrouve évidemment tout l'univers de EVE Online au niveau des vaisseaux, voilà, des systèmes, etc. Mais bon, voilà, tu développes ta technologie, tu gères tes ressources, tu prends des territoires. Ça ressemble beaucoup au système de Eclipse, ce Countdown for the Galaxy que j'adore. C'est vrai, ouais. C'est vrai Avec qu'il y les a un peu de tuiles ça. que tu retournes, avec l'exploration petit à petit des systèmes. Donc, voilà, le jeu a l'air bien. Si vous n'avez pas de 4X chez vous et que ça vous tente, je pense que c'est pas un mauvais deal, parce que en tout cas l'univers il est posé, ça c'est sûr. EVE Online c'est posé. Voilà, puis le jeu reprend vraiment les codes du 4X. Il n'y a rien de, enfin, de ce que j'ai vu. Peut-être que je suis passé à côté de trucs, mais moi j'ai rien trouvé de novateur. Mais bon, ce sont on va dire, ils reprennent des mécaniques solides. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Allez, on passe au suivant. Allez, on va sur Blood Throne. Ouais, alors là on est à mi-chemin entre le jeu d'escarmouche de figurines et le dungeon crawler. Donc c'est du jeu coopératif qui va jouer par le biais d'une campagne. Vous allez incarner un héros avec une fiche de personnage, vous allez le faire progresser avec des niveaux, vous allez débloquer des nouvelles compétences, etc., etc. Puis vous allez devoir affronter des hordes de monstres tout en
développant une espèce de ce qu'ils appellent de management board en fait, qui vont vous permettre de progresser dans la campagne, de débloquer divers bonus comme si en gros vous ayez à reconstruire une espèce de cité qui va mieux s'armer et qui va vous aider à mieux vous préparer aux vagues d'ennemis qui vont arriver. Voilà, et donc après le jeu est plutôt sobre, alors il y a quand même toutes ces petites figures, enfin tous ces bâtiments en 3D, en carton, qui viennent s'ajouter pour, en fait, pour rajouter un petit peu de verticalité en fait, lors des combats. Étrangement, je le trouve pas excessivement cher pour tout ce qu'ils vont proposer. Attention, ça reste un jeu qui demande un certain budget. Il n'y a pas les TVA, il n'y a pas encore tous ces éléments-là. Mais je veux dire, pour Oui. la boîte de base, Mm. on est à 200 $, mais vu le nombre Oui, on est dans le jeu cher, d'éléments, mais ça me on est dans le semble gros jeu pas. aussi. Voilà. Ouais, exactement. Bon, pour l'instant, ça rencontre pas non plus un succès Ouais, il y en a pas mal de jeux comme colossal. ça, Et hein. pareil, moi j'invite à me méfier hein, quand il se fixe un objectif 50 000 $. Enfin, c'est pas le genre de jeu qu'on développe pour ça. Enfin, Fous-toi de ma pas pour gueule. 50 000 $, Et c'est un c'est premier projet, impossible. hein. Faut au moins compter, voilà. Faut Donc au moins compter le méfiance. triple. Ah ouais, Ouais. méfiance. Allez, j'enchaîne avec GameFound. High Frontier for All. J'aurais dû enchaîner avec EVE Online d'ailleurs, parce qu'on reste dans le spatial. C'est pas vraiment du 4X là, alors là c'est du jeu un peu de... C'est du développement d'économie dans l'espace avec des fusées, mais c'est plus réaliste, tu vois. C'est de la science-fiction, mais dans pas trop longtemps non plus, tu vois. C'est des sondes, des fusées, des stations spatiales, mais plus genre ISS que, tu vois, Elysium. Ouais, et ça a l'air d'être un vrai jeu d'autiste. Vraiment quoi. Le jeu existe depuis pas mal de temps et là ils sortent une nouvelle extension. Le plateau donne un peu mal au crâne. Ça a l'air pas facile du tout, mais ça m'intrigue évidemment. Moi, dès qu'on m'emmène dans l'espace et qu'il y a des vaisseaux, je suis content. Donc pourquoi pas. Le jeu est très sobre, très austère. Bon voilà, c'est vraiment du jeu pour économistes de l'espace, hein, faut le savoir. Voilà, donc en tout cas ça existe, il y a une nouvelle extension qui arrive sur GameFound. On va passer à... Ah tiens, allez, on va faire du tourisme sur Kickstarter Ouais. avec Phototour. Avec Photo Tour North America. North Donc, America. on est un petit peu dans la veine de tous ces jeux de randonnée hein, qu'on a vu émerger depuis quelques années. Donc là, vous allez vous balader sur le continent nord-américain et vous allez devoir vous déplacer de lieu en lieu pour essayer de faire les plus jolies photos possibles. Et en fait, ces photos vont vous permettre de scorer, de rapporter des points et ensuite dire que c'est vous qui avez été le meilleur baroudeur de cette histoire. Mais il y a quand même quelques petites subtilités que je trouve plutôt bienvenues. En plus de ce plateau un peu en monde ouvert, vous allez tirer des cartes et puis vous allez devoir accomplir un certain nombre d'objectifs, ne serait-ce que déjà pour vous rendre sur le lieu en question. Je trouve que c'est une dynamique qui est plutôt bienvenue. Et pour vous rendre sur ce lieu-là, en fait, il y aura plusieurs choses à prendre en considération. Il va falloir que vous vous prépariez avec de l'équipement. Cet équipement va vous permettre, on va dire, d'optimiser vos trajets, de réussir plus facilement à accomplir les objectifs et en fait à essayer de gagner du temps pour en faire de plus en plus. Donc il y a tout un aspect comme ça, préparation, que je trouve plutôt bienvenu. Et en plus, il y a, on va dire, la gestion des moyens de locomotion qui vont dépendre en fait d'un certain budget, qui vont avoir pas mal d'incidences. Voilà, il y en a qui vont être plus rapides, mais plus coûteux et plus difficiles à prendre. Donc vous allez pouvoir vous déplacer en avion, en train, en voiture, etc. Donc tout ça, c'est ce qui va vous permettre en fait pareil, de tenter d'optimiser au mieux votre chemin pour rejoindre tel ou tel objectif. Et je trouve que ça rajoute un petit côté un peu course à ce système de jeu qui est quand même pas mal éculé depuis pas mal d'années. Donc encore une fois, rien de révolutionnaire, mais je trouve que les deux couplés ensemble, c'est plutôt original en fait. J'essaie de faire une variation sur le même thème quoi. Après les illustrations sont jolies, mais elles restent quand même beaucoup dans ce qu'on voit dans ce style de jeu aujourd'hui, avec ce côté mi-tableau, mi-réaliste. C'est peut-être un petit peu dommage, peut-être qu'ils auraient gagné à être un peu plus singuliers sur, ils sont pas sur la démarqués manière. là-dessus. Puis pareil, et puis c'est encore une fois, c'est l'Amérique du Nord, enfin voilà, c'est les grands parcs, les machins, enfin c'est quand même le lieu de prédilection de ce genre de jeu. Peut-être qu'ils auraient gagné aussi peut-être à se localiser dans des lieux peut-être plus exotiques. Je ne sais pas. Après, voilà, comme ils ont sous-titré ça North America, voilà, peut-être qu'il y aura des extensions qui permettront de voyager ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je trouve que la proposition n'est pas inintéressante non plus. On va finir. Alors celui-là, j'en parle parce qu'il y a une VF. Si vous aimez les jeux de cartes d'affrontement, les jeux d'arène, mais qu'avec des cartes, vous avez Future Heroes sur Kickstarter, qui a dépassé les 100 contributeurs. Donc voilà, c'est pas un jeu qui coûte trop cher. 25 € je crois, le pledge de base. Donc ce sont des factions.
Ouais, c'est des animaux un peu futuristes qui s'affrontent via des cartes. Alors j'ai quand même regardé parce que les illustrations font très intelligence artificielle, font très mid-journée. Mais écoute, ils ont mis justement en bas de la page tout un tas de croquis. Je pense qu'eux-mêmes avaient un peu peur qu'on enfin, accuse. Voilà, il n'y a rien d'illégal à faire des images faites par IA, hein. En tout cas, ils essayent de prouver que tout cela a été fait par des artistes. Bon, c'est du classique, vous avez des cartes pour les arènes, vous avez un deck à faire, vous avez un paquet d'armes, de magie, de héros que vous pouvez mixer et puis essayer évidemment d'être le plus efficace et le plus fort dans l'arène. On finit avec un jeu français, premier jeu, donc on tenait quand même à le souligner, qui s'appelle Ethereum. Il a dépassé les 188 contributeurs, il a encore une dizaine de jours, donc voilà. Donc alors je sais pas si c'est une nouvelle société, mais en tout cas c'est leur premier projet sur Kickstarter apparemment, c'est les éditions du Crapaud Céleste, j'aime beaucoup le nom de cette boîte. Et donc Ethereum, il y a un plateau tout à fait original, parce que c'est un plateau composé on va dire, de cubes en carton, de boîtes, qui forment une planète, en fait, des biomes de planètes. Donc ça fait un plateau de jeu très, très original, assez baroque, et sur lesquels vous allez placer des meeples, faire voyager vos meeples. Vous avez des actions sur chacun de ces biomes et vous allez gérer des ressources. Donc évidemment, le but, c'est de tirer le meilleur parti de cette nouvelle planète. Vous avez des factions très asymétriques et les factions ont un design très original, je trouve. Donc pourquoi pas, c'est un jeu assez... qui a l'air en tout cas de prendre des risques, qui propose un truc un peu différent. Alors peut-être pas dans les mécaniques de fond, parce qu'on reste sur jeu de prise de territoire, de gestion de ressources, de choses comme ça, mais en tout cas, la présence de table est assez originale, assez osée, voilà, à voir de plus près. Ethereum sur Kickstarter. Allez, on va passer aux 3 premiers du classement avec 3e position, Kabuto Sumo Sabukara Slam. 351 000 euros. Pas facile. 3895 contributeurs, c'est sa dernière semaine pour ce jeu où l'on pousse des pions en bois de plein de formes et de plein de couleurs différentes, parce qu'elles sont différentes selon la faction que vous prenez. Et donc tout cela s'agite sur un ring et on doit pousser les pions des adversaires hors du ring. C'est une réimpression, parce que le premier avait vraiment cartonné. Enfin même, il y a eu une autre extension après, c'est la 3e campagne là, de Kabuto. Donc il rajoute 2 factions. Alors, ça marche, c'est 3e, donc à mon avis... la 4e est en route. Oui, une 4e, une 5e, une 6e extension. Je pense que de toute façon, c'est ce qu'ils mettent en avant dans cette campagne. C'est qu'on est sur un jeu avec une très très forte rejouabilité qui s'installe très facilement et sur lequel en fait il est assez facile de rajouter des nouvelles factions, du nouveau gameplay, des nouveaux éléments, etc. pour donner envie aux joueurs de revenir là-dessus sans forcément avoir besoin de complètement réinventer le gameplay. Ça reste du petit jeu familial, donc ça se prête totalement à de l'ajout de nouveaux personnages. Je pense qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter là. 2e place, eh bien c'est les Monty Python, le board game. Oh là là, 4129 contributeurs, il reste 15 jours, Swan. 227 000 $. Bon, on n'aime pas, on trouve ça moche. Enfin, ça fait 2 fois qu'on en parle. On en a tellement parlé. J'en ai ras-le-bol. Ouais. Et depuis la semaine dernière, ils ont débloqué un meeple cochon. Yes, bah écoute. Moche. Je retire tout ce que j'ai dit, je pledge. Allez, on passe à la première place. Eh bien, c'est toujours Conan, alias Monolith. Donc, c'est la France qui tient la première place de Kick Parade. Et là, à l'heure où on enregistre cette émission, il reste 4 jours. Donc ça va finir ce week-end. On a voulu quand même le mettre parce qu'on a parlé que la semaine dernière. Donc ça fait toujours plaisir quand une société française est première de Kick Parade. Voilà. Oui, parce qu'on est très chauvin. Donc Conan, donc réimpression du jeu, qui a subi moult changements, parce que c'est un jeu qui avait mal démarré, il y avait rien qui fonctionnait pas, il y a eu beaucoup de retard dans les livraison, etc., etc. Monolith s'est accroché, ils ont vraiment fait vivre le jeu. Notamment en ligne, en proposant de nouveaux scénarios, des errata, des nouvelles versions de règles, etc. Donc il y a une vraie communauté autour du jeu Conan, et je sais qu'il est très apprécié. Et donc là, nouvelle campagne, possibilité évidemment de commander ce qu'il y avait avant, sinon c'est pas du jeu. Il y a une petite boîte de figurines spéciale Frazetta. On en avait parlé, Franck Frazetta, l'illustrateur, vous avez 2 héros... avec ce qui est quand même cool, parce que c'est 2 illustrations très connues de Conan par Frazetta, et là tu les as en figurine, quoi.
Donc je trouve que c'est une espèce de... C'est presque un petit truc fantasmatoire, quoi. Quoi d'autre, hein? J'ai pas trop lu les actus. Ah si, alors tu peux voter, il y a un vote là, pour la figurine de Black Dragon. Je pense que ça doit être un boss ou un méchant. Et donc il vous propose 5 sculptures différentes, je crois. Et voilà, donc vous pouvez voter pour votre préféré. Je ne sais pas si c'est réservé uniquement aux backers ou pas. Voilà, c'est une belle C'est une campagne, belle on sent que campagne. bah voilà, Monolith comme on le dit, ils sont vraiment ils font pas énormément de campagnes chaque année, mais à Non. chaque fois qu'ils le font, ils le font bien. Mm. Là pareil, ils ont vraiment ce côté participatif qui est mis en avant. Voilà, c'est 2 extensions qui sont pas là non plus pour complètement révolutionner le jeu, mais juste pour rajouter en fait du nouveau gameplay pour que les gens puissent ressortir les boîtes, pouvoir avancer, pouvoir mixer, etc. Parce que c'est un jeu qui a des campagnes définies, mais qui donne énormément de possibilités pour créer ses propres Oui, scénarios, créer ses propres tout à fait. escarmouches, etc., etc. En plus, là, ils ont rajouté ce jeu, enfin ce mode de jeu Overlord versus Versus. Eh Overlord. oui. Voilà, donc c'est plutôt intéressant de. T'as Voilà, fini ils en essayent jeu vraiment d'escarmouche, tu de. vas voir, en vrai jeu de figurines et Ouais, tout. mais on en est pas loin, hein. En Ouais, pas vrai, loin. on en est Mm. vraiment pas loin. Et du coup, voilà, c'est une autre manière de faire vivre Mm. sa gamme de jeux. Donc pourquoi pas? Dans un La univers proposition est pas aux inintéressante, capacités infinies, hein. Enfin, presque évidemment. infinies, hein. L'univers de Conan est très très riche. Voilà, et ben écoutez, on a fait le tour de ce dont on voulait parler. Si vous avez d'autres nouveautés voilà, qu'on a loupées ou qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, hein, mon cher Swan. Tout à fait. Et d'ici là, bah, jouez bien et à la semaine prochaine. Ciao.